Je suis parti avec seulement 800 € d'économie, j'ai levé plus de 3 millions d'euros, développé un produit innovant et généré des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires dès le lancement. Mais comment transformer une idée brute en un produit commercialisable? C'est la question qu'on va traiter aujourd'hui. Salut, je m'appelle Antoine, j'ai monté une boîte Deep Tech et Hardware. Le but de cette vidéo, c'est de vous partager un petit peu mon expérience pour que vous aussi, vous puissiez faire pareil. J'ai fait plein d'erreurs que vous pouvez probablement éviter et dans cette vidéo, je vais tout vous raconter. Mais avant de commencer, si jamais vous avez raté les premiers épisodes sur l'idée, le marché ou le prototypage, je vous recommande vivement d'aller les voir parce qu'elles vous permettront de bien comprendre ce que je dis ici. Je vous mets un lien de la vidéo quelque part par là. Aujourd'hui, on va aborder 3 étapes. L'industrialisation, l'optimisation des coûts et le redéveloppement de certaines parties du produit. Pour bien démarrer, resituons un peu de contexte. Vous avez un prototype et des clients qui veulent l'acheter, ou à minima des preuves d'intérêt réel d'utilisateurs. Mais en fait, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas vendre ce produit tel quel. Ça a été fabriqué à la main et donc pas du tout assez robuste. En plus, vous n'avez même pas les certifications qui vous autorisent à mettre ce produit sur le marché. C'est à ce moment-là qu'il faut passer du prototype à un vrai produit industrialisé. Utiliser une carte Arduino ou Raspberry Pi à ce stade, il faut oublier. Ce n'est pas viable ni en termes de coût, ni en termes de qualité, ni en termes de fiabilité. Et d'ailleurs, même si vous avez fait votre propre carte électronique, il y a un problème. Elle est sûrement pas assez testable, pas assez répétable et globalement peu fiable. Pour réussir, il faut vraiment penser en termes de production de masse. Votre business doit être capable de supporter des volumes de plusieurs dizaines, voire même centaines de milliers de pièces, sinon il risque de s'effondrer avant même de décoller. Par exemple, imaginez prendre une production de 10 000 pièces et imaginez le pire des cas où vous avez développé sur une Raspberry Pi. Vous assemblez vos produits, vous déposez une belle étiquette et puis vous faites le packaging, vous envoyez au client et là, c'est la catastrophe. En fait, il y a plein de problèmes. Les boutons de la Raspberry Pi, ils tiennent pas du tout, la batterie, elle doit être changée, la mémoire, elle tient pas. Bref, c'est un enfer. La suite logique, c'est des retours clients en cascade, une satisfaction qui n'est clairement pas au niveau et puis plein de problèmes à gérer au dernier moment. Bref, il vous faut une vraie industrialisation. Une étape qui prend du temps, de l'énergie et souvent des dizaines de milliers d'euros. Aller sur le marché sans une industrialisation solide, c'est comme construire une maison sans des fondations stables. Ça tient pas longtemps. Imaginez, vous êtes un dimanche chez mamie et là, vous faites une tarte aux pommes et vous vous rendez compte qu'elle est super bonne et qu'elle mérite d'être dégustée par le monde entier. Vous dites en fait, j'ai envie d'en faire 10 000, je vais monter une usine. Mais en réalité, monter une usine à tarte aux pommes, c'est hyper compliqué. Il faut des machines adaptées, il faut des contrôles qualité hyper solides et il faut pouvoir vérifier qu'elle a la même texture, le même goût à chaque fois. Et bien en hardware, c'est pareil. Un prototype parfait la première fois ne garantit pas du tout qu'en production de masse, ça va bien se passer. Entre le design, le choix des composants et l'assemblage, tout doit être pensé et revu pour l'industrialisation et pour éviter les mauvaises surprises. Vous avez choisi de faire du hardware, c'est un choix exigeant, mais en réalité, si vous êtes rigoureux et que vous faites bien votre travail, vous allez pouvoir transformer tous ces efforts en succès. Revoir certains aspects du produit à cette étape est indispensable. Mais en réalité, par où commencer quand tout semble important? De mon côté, j'ai commencé par faire une BOM pour Bill of Material. C'est vraiment la liste des composants. En général, je la décompose en 3 parties. La partie mécanique avec toutes les pièces plastiques, la carte électronique, la batterie, etc. La partie électronique qui va détailler chaque élément de la carte électronique et les investissements. Là où il va y avoir tout ce qui est moule et autres outils de production, mais ça, on y reviendra plus tard. Avec cette liste, on peut commencer à analyser le prix de revient du produit. À ce moment-là, on commence à se rendre compte qu'avec 1000 pièces, on peut avoir par exemple un prix de revient, un prix d'achat à 100 €. Si on fait 10 000 pièces, et ben en fait ce prix il peut passer à 50. Et si on en fait 100 000, peut-être qu'il sera à 10 € unité. C'est là que vous vous rendez compte que faire du volume et de la production de masse dans du hardware, c'est vite indispensable pour amortir tous les investissements. Sauf que pour calculer le prix de revient, il peut y avoir plusieurs méthodes. En réalité, il y en a 2 principales. La première, c'est d'inclure à la fois la liste des composants, les investissements matériels et aussi les coûts de développement R&D. Et la deuxième, c'est la même chose sans les coûts de développement R&D. Ça comprend les investissements en moule ou outils de fabrication, mais aussi toutes les contraintes que peuvent avoir vos fabricants et tous les procédés de fabrication qui y sont associés. Quand on démarre, c'est souvent cette deuxième méthode de calcul qui est la plus simple et qu'on va utiliser dans un premier temps pour pouvoir faire un exemple ensemble. Petit disclaimer, tous les chiffres que je donne là, c'est vraiment des chiffres indicatifs qui seront complètement fictifs et qui doivent être revus pour votre cas personnel. Tout à l'heure, je vous parlais d'un prix de revient, un prix d'achat du produit de 100 € pour 1000 pièces.
pièce. Mais ça, c'était sans prendre en compte la partie investissement. Il faut compter par exemple, disons 15 000 € pour un moule et puis 5 000 € pour le lancement de la chaîne de production. Donc en fait, ça veut dire que sur ces 1000 unités, il va falloir amortir 15 000 plus 5 000, c'est-à-dire 20 000 €. Ça nous donnera un prix de revient supplémentaire de 20 €, donc on passe de 100 à 120 € par produit. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle la main-d'œuvre. Les gens qui vont travailler pour assembler le produit. Admettons qu'ils mettent 10 minutes à faire l'assemblage, les tests, la validation, le packaging, 10 minutes par produit, et qui sont payés, prenons un exemple, à 30 € de l'heure. En fait, ça fait 5 € supplémentaires par produit. Donc là, on est passé de 100 à 120 à 125. Et surtout, il ne faut pas oublier la marge du partenaire qui organise tout ça. En général, on peut rajouter 30%. Donc là, si on résume, on a eu 100 € de prix d'achat matière, on ajoute à ça les 20 € pour les amortissements de moule et de lancement de prod, 5 € pour la partie assemblage et 30% supplémentaires pour le fabricant qui organise tout ça. On arrive à un total de 162 €. Vous pensiez faire de la marge? En fait, c'est pas du tout si simple. C'est là que vous comprenez que si ces coûts-là, vous les prenez sur 10 000 ou 100 000 pièces, ils deviennent beaucoup plus négligeables. Et c'est pour ça que le hardware est si difficile. C'est qu'il y a un tel coût d'investissement initial que vous êtes obligé d'envisager de faire des choses à grande échelle. Tout ça, nous, chez Saphir, on l'a payé avant même de faire entrer un seul euro de chiffre d'affaires. Et souvent, quand on vend en B2B, donc à d'autres entreprises, ça se passe comme ça. On facture et on est payé seulement quand on a livré le client. L'idéal, ce serait évidemment d'obtenir des précommandes ou bien des acomptes de la part des clients. Mais en réalité, ça reste extrêmement rare et il faut plutôt considérer que tous ces coûts-là, vous allez devoir les payer avant même de faire entrer un seul euro. Prendre le temps de faire ces calculs de coûts, c'est essentiel. Ça vous permet de comprendre la réalité économique de votre produit. Et parfois, ça révèle des opportunités. Vous pouvez vous rendre compte qu'en remplaçant un certain composant, vous pouvez diviser son prix d'achat par 2 ou par 3 et du coup, améliorer directement votre marge. Parfois, vous êtes en pleine phase d'industrialisation et il commence à y avoir toute une série d'imprévus qui se présentent. Il peut s'agir d'un besoin de remplacement d'un composant qui est central dans le produit, de gérer aussi les contraintes du fabricant ou bien de gérer des pénuries de matières premières chez vos distributeurs. Dans mon cas, chez Saphir, j'avais tout développé sur la base de microcontrôleurs STMicroelectronics. Un microcontrôleur, c'est vraiment le cerveau du produit et STMicroelectronics, c'est une marque qui fabrique ce genre de composants. Mais avec l'équipe, on s'est rendu compte qu'on allait devoir changer. C'était pas pour des questions de coût ou de pénurie, mais c'était parce qu'on faisait évoluer les fonctionnalités du produit en même temps que l'industrialisation. Et du coup, on se rendait compte de nouveaux besoins utilisateurs au fur et à mesure, et on voulait parfois intégrer ces nouvelles fonctionnalités directement dans la première version du produit. Ça a fini par compliquer tout le processus d'industrialisation et on a dû tout redévelopper de zéro. La raison, c'est que les composants électroniques, quand on les change d'une telle sorte, ils sont pas vraiment compatibles. Du coup, il faut refaire souvent à la fois le hardware et le software. Heureusement, c'était un sujet qu'on maîtrisait complètement en interne, donc on a pu le faire, même si ça nous a coûté des temps de développement et puis un petit peu d'achat. Cette étape m'a appris un truc essentiel, c'est que pendant l'industrialisation, il peut y avoir toutes sortes d'imprévus qui peuvent ajouter des mois et des mois de redéveloppement. Du coup, il vaut mieux se poser, être sûr de ce qu'on veut intégrer dans le produit et lancer cette phase d'industrialisation une fois qu'on a stoppé la R&D. Entre le moment où on avait le prototype fonctionnel et le moment où on a eu le produit industrialisé, en fait, il s'est écoulé vraiment plusieurs mois avec plusieurs itérations de redéveloppement technique. À vue de nez, l'industrialisation de nos technologies et de nos produits a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros. C'était du temps, des salaires, des achats, mais aussi des prestations avec des experts. Et ça, des fois, c'est indispensable et ça peut chiffrer très vite. Mais c'est aussi ce qui nous a permis d'éviter des erreurs irréparables. Une fois ces choix de composants réalisés, les optimisations faites, les développements stabilisés, on peut commencer à envisager de travailler main dans la main avec des fabricants pour pouvoir leur passer le bébé et qu'ils puissent produire en série. Mais ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on a vu comment passer du prototype au produit, avec l'industrialisation, l'optimisation des coûts et les redéveloppements à anticiper. Merci à tous pour votre écoute. Si jamais le contenu vous plaît, pensez à liker et vous abonner. Moi, je vous dis à bientôt.